Hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Vous rêviez de vous la jouer starlette en loge? Parfait, car on vous emmène dans les coulisses du mythique théâtre Mogador. Le duo de designers Desormeaux et Carrette nous plonge dans l'univers pop et ludique du design. Ce sont nos invités du jour. Ce qu'on peut voir en peinture, c'est repérage, gouache et huile sur toile aux quatre coins de la capitale. Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et d'autres à moitié plein. Nous, on voit surtout sa fabrication. Pompe pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. On pourrait croire un vinyle dans sa pochette, mais non, avis à tous les consommateurs responsables qui s'intéressent à la saisonnalité des produits qu'ils mettent dans leur panier. Papier Tigre a eu la belle idée de lister sur un joli support les fruits et légumes de saison, mois par mois. Car non, décembre n'est toujours pas la saison des fraises. Si vous ne connaissez pas Serge Mouille, voici de quoi briller un peu en société et vous faire passer pour un connaisseur du design. Créateur du lampadaire 3 bras, il a marqué les années 50 par ses créations style art déco. Et depuis 10 ans, ces modèles mi-insectes, mi-plantes sont réédités. Et maintenant, on dit merci version française de nous avoir éclairé sur le sujet. Cette brique ne vous servira pas qu'à caler vos portes, on vous le jure. Dans le gros manuel, Sophie Glacé a répertorié 182 activités pour les enfants, petits et grands. Et à vrai dire, nous aussi, on a plongé le nez dedans. C'est accompagné d'illustrations pop qu'on apprend la recette des cookies ou comment faire un cochon au papier mâché. À tous les amis nostalgiques, nous avons de quoi vous redonner le sourire. Isabelle Duval crée 1001 personnages aux allures rétro à épingler à droite à gauche. Non sans rappeler la tête à chapeau Twiggy, elle décline sur plexiglas ses drôles de têtes dans toutes les couleurs et tous les styles. Terminez le total look noir corbeau. Mogador, derrière les paillettes de la scène, on découvre plus d'un secret en coulisses avec notre guide du jour, The Show Must Go On. Vous reconnaissez l'enseigne? Ce soir, on vous emmène au théâtre. Le Mogador, cette salle parisienne mythique, est le temple des opérettes et des comédies musicales. Personne dans le public, personne sur scène, on dirait qu'on est un peu en avance. En attendant, allons découvrir un peu plus ce théâtre avec Laurent. Ça va pas nous rajeunir, mais il a été créé en 1919 par un impresario anglais. Et pour la petite histoire, c'est un théâtre qu'il a offert à sa bien-aimée, une danseuse, Régine Fleury. Malheureusement, 6 mois après, et les échecs cumulés et affectifs aussi, et elle s'est suicidée, elle s'est donné la mort devant lui. Ah, c'est bien connu, Laurent, les histoires d'amour finissent mal en général. Mais qui dit impresario londonien, dit théâtre anglais. Une construction ronde et en bois, une scène avancée dans le public, et surtout, pas de poteau qui pourrait gêner la vue. Et vu la programmation, il ne vaudrait mieux pas louper une miette du spectacle. C'est un théâtre qui a une tradition de comédie musicale. Les plus grandes comédies musicales se sont jouées là. Les Misérables se sont jouées ici. Chorus Line s'est joué ici. Notre-Dame de Paris s'est joué ici. Le Roi Lion, Mamma Mia, Sister Act notamment. Donc les spectateurs savent qu'ici, ils vont trouver un spectacle avec une trentaine d'artistes sur scène, avec une musique live. Il y a toujours un orchestre à Mogador. Parce qu'avec un orchestre, c'est la garantie d'avoir un spectacle différent tous les soirs. D'ailleurs, les musiciens vont bientôt commencer les répétitions et on ne va plus s'entendre. Vous pensiez qu'on allait attendre bien confortablement? Eh bien non. Enlevez vos talons et dénouez vos cravates, on quitte les paillettes et la scène pour voir l'envers du décor. On a rendez-vous avec Eric, apparemment il connaît tous les secrets du théâtre. Ah, le voilà déjà. Il veut d'abord nous montrer ce couloir. Ici, vous avez 100 ans d'histoire qui sont résumés. C'est l'histoire des deux Mogador. Parce qu'en fait, quand Mogador a été construit, quand ils ont commencé les travaux, le bas de Mogador s'arrêtait ici. Voilà, ça c'était le fond du théâtre. Et ce qui s'est passé, c'est quand on a repris le théâtre il y a 15 ans et qu'on l'a rénové, on a creusé toute cette partie-là pour pouvoir rentrer les décors du Roi Lion. Mais en fait, avant, le fond de Mogador, le fond de Paris, il était ici.
Juste à côté, on suit Eric qui nous emmène en dessous de la scène. Actuellement, il y a un gros capharnaüm parce qu'il y a plusieurs spectacles qui se jouent. Cet espace, on peut voir au sol, il y a une plateforme parce qu'en fait, il y a un trou qui descend encore dessous parce qu'on avait le rocher du Roi Lion, qui était un décor énorme qui était installé ici, qui tournait, qui montait, qui apparaissait sur scène. Et puis, vous avez ici un système de faux grilles qui permet de travailler sous la scène et de régler la scène en hauteur. Donc ça, c'est toute la modernité aujourd'hui de Mogador. Après avoir vu l'envers du décor côté sous-sol, Eric nous fait grimper quelques marches, beaucoup de marches même. Attention, il ne faut pas avoir le vertige. Là, nous sommes côté jardin, au niveau du grill, c'est-à-dire sous les toits, là où il y a toutes les commandes de porteuses. Porteuses qu'on charge et qu'on appuie. On ne dit pas monter, descendre. Les seules choses qui montent et qui descendent sur un plateau sont les comédiens qui, avant, comme la scène était en pente, montaient vers le fond de la scène ou descendaient la scène. Les perches, on les charge ou on les appuie. Et là, on est vraiment sous les toits. On peut toutes les voir tout le système de commande, endroit dans lequel on vient peu souvent, une fois par an ou un peu plus, mais pour nettoyer entre changements de spectacle. En parlant de ménage, il y a un endroit qui mériterait bien un petit, voire un gros coup de balai. C'est le dessous de la coupole à la cime du théâtre. On peut à peine y accéder. Peu d'employés ont déjà eu la chance de venir jusqu'ici et on les comprend un peu. On ose à peine s'approcher. Nous sommes à peu près à 20 mètres au-dessus de la salle. Sous la coupole, sous les toits. Donc on s'y rend de temps en temps puisqu'on a les commandes d'éclairage qui sont là-haut et aussi pas mal d'accroches pour accrocher des moteurs électriques qui permettent de descendre les structures en acier pour le son ou pour l'éclairage ou accrocher un décor ou faire voler peut-être un jour une Mary Poppins. C'est encore un secret que vous nous confiez là, Eric? En attendant, redescendons sur scène. Les musiciens ont bientôt fini les répétitions. Prenez place, le spectacle va commencer. Les créatifs Nathanaël Desormeaux et Damien Carrette nous invitent aujourd'hui à découvrir leur vision du design et nous on accepte avec plaisir. Bienvenue dans l'antre de Nathanaël Desormeaux et Damien Carrette, un studio où l'on rigole bien. Et surtout un studio à l'image de ses occupants, foisonnant d'idées. Les deux amis se sont rencontrés sur les bancs de l'école de design il y a 12 ans et ne se quittent plus. Depuis qu'ils ont fondé leur studio en 2014, ils enchaînent des projets techniques et ludiques. À l'image de la chaise Note qui leur a valu le prix VIA en 2015. La spécificité d'une chaise comme la Note Chair dans sa composition, c'est que les pieds arrière ont été associés à l'assise et le dossier a été associé au pied avant. Et cette construction un peu inédite, en cintrage, elle permet en fait de venir emboîter les deux parties et faire en sorte qu'elles se compensent l'un l'autre, ce qui fait une structure qui nécessite pas de boulons, pas de soudure, pas de vis. Et des idées comme ça, ils en ont tout le temps. L'inspiration peut venir d'un peu partout. Un élément d'architecture, un film, et parfois, c'est le déclic. Tout ça, ça va déclencher une petite idée qui va finalement devenir rapidement un petit dessin et ensuite on va se passer le dessin pour créer un vrai projet. Ça veut dire que tu dois arriver à un très bon degré de confiance avec ton associé, en tout cas avec la personne avec qui tu travailles, pour que l'autre comprenne qu'il y a vraiment une idée derrière ce qui est juste un petit croquis ou juste une intuition. À partir de leurs idées ou d'un brief d'un client, le binôme travaille toujours sur le dessin avant de passer à la modélisation 3D et aux maquettes, sans jamais cesser les allers-retours d'une étape à une autre. Aujourd'hui, par exemple, ils s'attellent à la version fauteuil d'un pouf qu'ils ont déjà élaboré. Au début d'un projet, quel qu'il soit, mobilier ou autre chose, les idées sont encore foisonnantes. Alors typiquement, je suis en train de monter la maquette du projet Alpha comme on l'a croqué et rapidement monté en 3D. Et puis pendant que je fais la maquette, Damien est déjà en train de bosser sur la version bêta. On ne sait pas encore si ça va être mieux, mais on sait que c'est des éléments qu'on a envie de comparer. J'ai déjà trouvé des trucs. C'est quelque chose qui est hyper important dans notre métier, il faut essayer de pas trop avoir de conviction sur le résultat, tu vois. Il faut le tester. Un vrai travail à deux têtes et à quatre mains. Mécaniquement, Ouais, je trouve ça intéressant. Que ça... faut gérer. L'avantage d'être à deux, en fait, c'est qu'on va pouvoir se contredire et on n'aura jamais une intuition qui est juste. Il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir mettre son œil et remettre tout en cause pour faire évoluer dans le bon sens le projet.
Issu du design industriel et passé par différents studios en Asie ou en Angleterre, Nathanaël et Damien ont petit à petit esquissé leur propre signature. Élément central de leur design, une vraie passion pour les mécanismes en tout genre. On décompose tous les objets. Ne m'offre surtout pas un objet, parce que je l'ouvre et j'isole pour voir s'il y a un mécanisme marrant, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Et effectivement, de temps en temps, tu identifies un mouvement qui te semble intelligent, alors tu te fais une petite note dans la tête ou tu te fais un petit croquis, et puis quand vient le projet qui te semble adapté, eh ben, tu viens réinjecter ce mécanisme dans le projet. On l'a fait par exemple pour la lampe Dita où on a rajouté un petit zip qui permet de moduler la lumière. On est en train de travailler sur une poupée dans laquelle on va réinjecter un mécanisme de Lucky Cat. Ce qu'on dit, c'est on va chercher le cœur technique du projet, on le redessine, ça en fait le cœur esthétique. Démonstration avec l'un de leurs projets emblématiques, la trottinette La Galoche. On se dit, ouais, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais en réalité, c'est plus de 180 pièces. Le but, c'est vraiment de camoufler toute la technique en 2 cintres lisibles. Le système de pliage a été vraiment réfléchi pour que ce soit très intuitif. Donc on a juste à lever la trottinette, tac, et voilà. Et là, du coup, on est paré pour aller dans les transports. Leur approche technique et concrète séduit particulièrement leurs clients, à l'image de la manufacture du design avec qui ils collaborent régulièrement. Ce qui me plaît, c'est qu'ils sont techniques. Il y a malheureusement beaucoup de designers qui sont plus des graphistes que des designers. Quand ils dessinent quelque chose, les Desormeaux Carrette, ils le dessinent en ayant pensé déjà à une technique pour pouvoir le réaliser. Donc le dessin devient beaucoup plus réaliste. Une entente fructueuse avec leurs collaborateurs qui les emmène vers des projets variés. Dernier terrain de jeu en date pour ces mécaniciens du design, l'architecture d'intérieur. Bonjour Damien, bonjour Nathanaël. Bonjour Katharina. Merci de nous recevoir chez vous dans votre studio. Ça fait depuis 2014 que vous êtes ensemble dans ce studio. Qui fait quoi exactement? Est-ce qu'il y a des rôles déjà prédéfinis ou pas? Les rôles ils se sont déterminés au cours des 5 ans qu'on Naturellement. vient de faire ensemble, puisqu'à la base on a plutôt un profil très similaire. En général, il y en a un qui prend le rôle de développement d'un produit et du coup l'autre a un regard un peu plus extérieur et forcément ça vient challenger. Ce qui nous a donné envie de travailler ensemble, c'était plutôt une synergie qu'on avait en commun, qu'on a su développer tout au long de nos études, plus que des capacités qui seraient plus définies chez l'un que chez l'autre. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que depuis les bancs de l'école à Lyon, vous êtes, sauf court intervalle, pas trop quittés l'un et l'autre. Pour la petite histoire, en fait, on s'est retrouvés l'un à côté de l'autre parce que notre nom suivait dans l'alphabet. Il y avait Carrette et Desormeaux, du coup on s'est retrouvés à côté. Et forcément, en étant très peu initiés au design, on commentait les projets des uns des autres. On s'est vite rendu compte que ça permettait de remettre un peu d'intelligence, un peu de recul aussi sur les projets. Et il n'était que meilleur. Vous avez répondu à beaucoup de concours, des appels d'offres. C'est le meilleur moyen pour vous de vous faire connaître, de rentrer dans un système? On a fini nos études et on est parti 2 ans à Londres. Et quand on est rentré à Paris, on n'avait pas vraiment de réseau autour de nous. Et on s'est dit, le meilleur moyen pour un jeune designer, c'est vraiment de passer par ces concours pour avoir de la visibilité et commencer à pouvoir montrer le travail et ce qu'on a envie de faire à ses pairs. On a eu du succès assez efficace, parce que ouais, au bout de 2 mois, on a été sélectionné à l'appel à projet du VIA et on a su qu'on pouvait présenter un projet sur 1 an et qu'on serait supporté par le VIA qui est quand même le syndicat du meuble en France. Donc une autre spécialité, c'est le design industriel. Tous les deux, c'est un grand mot. Comment ça fonctionne exactement? Quand on fait du design du mobilier, c'est du design industriel. Pourquoi? Parce que c'est reproduisible. Ouais. Et en fait, ça implique un certain nombre de choses dans la manière de dessiner, dans la manière de penser l'objet. Quand on fait du design industriel, il faut réfléchir à toutes les problématiques de production en amont. Du coup, alors que quand on fait un travail artisanal ou qu'on fait une seule pièce, on réfléchit au fur et à mesure que l'objet est en train de se monter et que les problématiques se présentent. Alors que là, il faut réussir
à faire ce scénario plusieurs fois pour anticiper. Alors vous ne faites pas que du design industriel, vous avez aussi un projet qui s'appelle Equity. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ce projet? Au-delà des éditeurs, des fabricants industriels avec lesquels on travaille, il y a aussi plein de startups en ce moment qui sont en train de se former. Enfin, c'est la nouvelle économie. Et nous, on s'est dit qu'il fallait s'inscrire parce que c'est notre génération de créateurs, d'entrepreneurs. Et on avait envie de rentrer dans cette dynamique. L'exemple le plus probant, c'est une startup qu'on a accompagnée qui s'appelle La Galoche. Et donc c'est un jeune entrepreneur qui est venu avec l'idée de faire une trottinette. Est-ce que vous pouvez me dessiner la plus belle trottinette du monde? Et vous l'avez fait. Challenge accepted. Bah, c'est pas à nous de le dire, hein, si on l'a fait. Quand on voit les matériaux que vous employez, il y a beaucoup de métal. Je crois que c'est un des matériaux qui exprime le mieux le dessin qu'on fait. En fait, c'est une ligne qu'on vient travailler. Et du coup, c'est assez simple. En fait, on travaille dans l'espace comme si on avait un crayon. On peut le faire avec le métal. Avec le bois, c'est plus limité dans la transformation, par exemple. Et après, le plastique, on fait tout ce qu'on veut. Donc. Un projet naît toujours d'un dessin, d'une discussion entre vous deux? Ouais, toujours d'un dessin. Enfin, un dessin est accompagné d'une discussion. Ça part toujours d'un dessin. C'est très simple, on ne se comprend pas si on ne dessine pas. Oui. Des fois, on cherche, j'ai eu l'idée, il faut absolument qu'on fasse une chaise, on essaye de la décrire, et ça termine toujours, écoute, tu me la dessines et on en reparle. Merci beaucoup. Merci. De la place du Tertre à un atelier de restauration, Paris a une belle palette d'adresses pour les mordus de peinture. Tout de suite, c'est repérage. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale pour découvrir le Paris de la peinture. Ville emblématique pour les artistes et décor de nombreuses œuvres d'art, Paris a gravé à jamais son histoire dans les palettes de peinture. Terrain d'inspiration des plus grands peintres à la grande époque du Moulin Rouge, aujourd'hui, Montmartre reste un quartier profondément marqué par son histoire avec la peinture. Baladez-vous sur la fameuse place du Tertre, célèbre dans le monde entier pour ses artistes peintres, ses portraitistes et ses terrasses. La place principale de l'ancien village de Montmartre est le lieu de flânerie par excellence où se pressent chaque jour des milliers de touristes. Peinture à l'huile, clichés de Paris ou caricatures, il y en a pour tous les goûts. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, ce carré aux artistes est divisé en 149 emplacements d'1 mètre carré chacun. Pas énorme pour faire la Mona Lisa de demain, mais c'est déjà pas mal. Rendez-vous maintenant dans une petite boutique du 11e arrondissement, chez Troll et Puce. Ici, une brocante en joyeux bazar et un atelier de restauration de peinture sont tenus par Sophie. Mais au fait, c'est quoi un bon restaurateur de peinture ? Le talent d'un restaurateur, c'est d'être à l'ombre du peintre, c'est-à-dire c'est vraiment un travail d'artisan et non pas d'artiste, et savoir retrouver la touche du peintre pour se substituer et faire exactement comme lui aurait voulu. Petit ou gros bobo, Sophie s'attaque à tout type de problème pour redonner vie aux œuvres. Ça peut être une déchirure dans un tableau, la saleté qui se dépose au fil des ans, un vernis qui jaunit, un accident. Alors ça peut être des tableaux récents comme des tableaux très anciens. C'est le même travail sur un très beau tableau que sur un tableau moyen. Il y a un avant et un après et on fait repartir le tableau pour un siècle. Chaque tableau est un cas particulier. Je peux passer 2 heures dessus juste parce qu'il y a un nettoyage, un dévernissage. Je peux passer des semaines sur un tableau parce que le problème est beaucoup plus important. Il y a toutes les phases de rentoilage, de réagréage, de retouche. Puis parfois, il y a des tableaux qui sont extrêmement abîmés. Donc ça peut être, je sais pas, ça m'est déjà arrivé de passer plusieurs mois. Et au-delà du temps, Sophie tient à respecter la déontologie de la restauration de tableaux.
Dans la déontologie de la restauration de tableaux, c'est d'utiliser des produits qui sont réversibles parce qu'une restauration peut vieillir différemment du tableau. Et donc, il y a par exemple des restaurations qui ont été faites au XIXe siècle qui ne vieillissent pas de la même manière que le tableau et il faut pouvoir les enlever. Avant de pouvoir restaurer nos œuvres chez Sophie, il faudrait déjà apprendre à peindre et à dessiner. Pour cela, rendez-vous à la Grande Chaumière, institution artistique dédiée à la peinture et à la sculpture. Elle fut fondée au début du XXe siècle. On peut toujours y prendre des cours de peinture et de dessin dans une spécialité, le modèle vivant. Interview avec monsieur le professeur. J'enseigne à la Grande Chaumière. C'est une passion, c'est une deuxième partie de ma vie. Je pars de la démarche que les gens ne sont pas là pour faire de la copie. Il doit y avoir une sorte de feeling qui passe. Il y a quelque chose qui doit vivre. Il y a des gens qui ne sont pas des grands dessinateurs, mais qui petit à petit, en dessinant, en venant dans cet atelier, font des progrès très importants. Et quand ils repartent, ils disent « Waouh, qu'est-ce que je suis bien !» Donc ça, pour nous, c'est notre vocation. Hein? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et nous, tout ce qu'on a à dire, c'est que tout ça, ça nous donne envie de ressortir nos palettes et nos pinceaux. Vous prendrez bien un petit verre avec Thomas, notre souffleur de verre. Attention, chaud devant, focus tout en transparence à l'horizon. Qu'on soit du genre à voir la vie du bon côté avec une touche d'ivresse, qu'on ait l'âge de jouer aux billes ou de les exposer, qu'on veuille le frisson bien à l'abri ou simplement un peu d'intimité, partout où on le regarde, on trouve du verre. C'est un matériau à la fabrication savante qui n'est plus tout jeune. Il existe dans la nature sous forme d'obsidienne, mais tel qu'on le connaît aujourd'hui, sa fabrication remonte quand même à 3 millénaires avant Jésus-Christ. Un mélange fortuit de silice contenu dans le sable et de soude tombée dans du feu. Une recette qui n'a pas tellement évolué depuis. Que ce soit au Moyen-Âge avec les vitraux ou encore au XIXe siècle avec les premières grandes réalisations architecturales comme le Crystal Palace de Londres, le Palacio de Cristal à Madrid ou encore le Grand Palais à Paris. Aujourd'hui, les buildings s'érigent en miroirs gigantesques et la production de verre industriel peut donner un petit coup de chaud. Mais quelques artistes comme Thomas s'approprient ce savoir-faire ancestral et l'invitent dans la modernité. Après un CAP et un brevet des métiers d'art, il a fait ses armes auprès de designers et artisans avant de s'imposer avec un style bien à lui dans le milieu. À 36 ans, le jeune homme voue un amour brûlant à cette matière presque vivante. Il la tutoie depuis bientôt 20 ans. Ce qui me plaît déjà dans la matière, dans le verre, c'est son travail. C'est aller prendre du verre, c'est aller prendre du verre chaud, c'est danser avec la matière, c'est l'avoir bougé, c'est prendre des risques, avoir chaud. Pour être verrier, il faut une bonne forme physique, un bon bagage en chimie et pas mal de méthodes. Un seul faux pas et la pièce est ratée. Au bout de sa canne à souffler, Thomas crée une petite galette de verre transparent sur laquelle il va fixer un petit morceau de verre blanc opaque. C'est la ballotte, il en existe de toutes les teintes, comme sur une palette de peintre. Cette petite bulle blanche qui va être là, qui va être ensuite recouverte de verre transparent une fois, puis 2 fois. Et comme une bulle de chewing-gum, on va pouvoir souffler, le blanc va se dilater dans le verre transparent. Le verre peut désormais être soufflé et modelé. C'est le coup d'envoi d'une petite séance de sport, un balai frénétique entre le gros four pour prendre du verre et le plus petit pour le maintenir à température. C'est lorsque le verre est chaud qu'il est plus facilement malléable. Pour le souffler, pour l'étirer, pour en faire un petit peu ce qu'on en veut, enfin presque. Hop là. Donc voilà, une action, une chauffe. On est encore bien loin de la forme définitive, mais en amont, Thomas doit s'assurer que la bulle qu'il prépare soit bien homogène. Il doit la maillotcher. Avec un journal plié et mouillé, il la façonne et ça donne une petite idée de la température du verre. 1200 degrés. J'attends que ça refroidisse un petit peu et ensuite je vais reprendre du verre. Parce que moi j'aurai une base solide et mon verre ne va pas fondre pour pouvoir bouger après et danser dans tous les sens. Je vais rester bien maître de ma matière. Donc je pars avec une base solide pour reprendre du verre liquide. Et si vous vous attendiez à voir le verre se gonfler comme un ballon, sachez que c'est beaucoup plus subtil et bien souvent à l'abri des regards indiscrets dans un moule.
celui de Thomas est en bronze en forme de crâne. Pour cette étape, comme pour beaucoup d'autres, il a besoin d'un coup de main de son assistante Agère, elle aussi est artiste verrier. Ça vient, ça vient. Ici, derrière. Ouais, c'est sûr qu'à force de rater, de se brûler, de faire tomber par terre, d'être frustré, de louper et tout, au bout d'un moment, on arrive à le faire de façon assez incisive et régulière. Voilà, on s'est bossé après. Une fois le verre soufflé et démoulé, place aux finitions et à la recuisson. Pour ne pas risquer le choc thermique et gagner en solidité, les pièces terminées vont passer encore quelques heures au chaud à 510 degrés dans cette arche. J'ai une gamme de pièces qui, je pense, me ressemble, avec un côté très rock, très vanité. Je souffle ce que je suis. Des crânes comme lampes, vases ou ornements dans sa collection, Thomas tente d'attirer de nouveaux regards sur l'art du souffleur de verre. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, soyez chic toujours. Bye!